Et si l'anxiété chronique, l'incapacité à se concentrer, ou même les petites baisses de morale récurrentes qu'on observe massivement aujourd'hui, c'était pas purement psychologique? C'est une excellente question, ouais. Et si en fait tout ça résultait d'un effondrement structurel microscopique dans notre cerveau, juste parce qu'on n'a pas consommé les bons lipides marins à l'âge de 14 ans? C'est un changement de paradigme complet. On a tellement pris l'habitude d'isoler nos pensées de notre corps, en fait. C'est clair. On imagine que tout ça flotte dans l'air. Voilà, on imagine volontiers que notre humeur ou notre intelligence flotte dans un espace éthéré, un peu abstrait. Mais la vérité neurobiologique est beaucoup plus terre-à-terre. C'est-à-dire? Chaque pensée, chaque émotion, chaque signal électrique a besoin d'un support matériel super robuste pour exister et se propager. Sans la bonne brique moléculaire, l'édifice s'effondre, quoi. Et c'est exactement ce vertige matériel qui motive notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Je suis ravie de lancer cette discussion parce qu'on va se plonger au cœur d'une recherche extrêmement fouillée. Ouais, une recherche vraiment pointue. Un article paru en avril 2026 sur la plateforme spécialisée Supernutrition. Le texte s'intitule Oméga 3 et cerveau, ce que la science dit vraiment. Et c'est rédigé par Sacha Coadon. Un article fascinant d'ailleurs. Absolument. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un énième guide d'achat, ni de répéter les promesses marketing qu'on voit sur toutes les boîtes de compléments en pharmacie. Non, surtout pas. Le besoin d'y voir clair est beaucoup plus profond que ça. La confusion générale est immense en ce moment. On entend tout et son contraire. Exactement. Il y a un gouffre entre ce que l'industrie agroalimentaire nous promet, avec des poignées de graines miracles par exemple, et la réalité impitoyable de notre biochimie cellulaire. Du coup, nous, on veut comprendre la véritable mécanique de nos neurones, voir comment les pièces du puzzle s'assemblent vraiment sous notre crâne. Bon, décortiquons tout ça. Avec plaisir. Je crois qu'il faut d'abord pulvériser un grand mythe, le terme générique oméga 3. On en parle toujours au pluriel, comme d'une sorte de poudre magique globale. Mais biologiquement, j'ai l'impression que le cerveau est beaucoup plus sélectif que ça, non? Mais il est d'une intransigeance absolue. En réalité, le cerveau se moque éperdument du terme générique oméga 3. Ça ne veut rien dire pour lui. Ah ouais? Ouais. Il ne reconnaît, n'absorbe et n'utilise activement que deux molécules très spécifiques de cette famille. Le DHA, donc l'acide docosahexaénoïque, et l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque. Ah d'accord, donc DHA et EPA. Voilà. Et le point fondamental à comprendre d'emblée, c'est qu'ils ne font pas du tout le même travail. C'est pas interchangeable. Le DHA, c'est l'architecte en chef. Il est purement structurel. Attendez, quand on dit structurel, ça veut dire qu'il fait littéralement partie du mur. C'est ça. Il ne se promène pas librement dans le sang pour distribuer de l'énergie, il est carrément encastré dans nos neurones. Il est la fondation même de nos réseaux, ouais. Pour être exact, il compose une immense partie de la membrane de nos synapses. La fameuse matière grise, c'est en grande partie ça. D'accord. Mais pourquoi lui? Pourquoi le cerveau exige cette molécule précise et pas une autre graisse qu'on aurait mangée? Ce qui est fascinant ici, c'est que tout repose sur la forme géométrique de la molécule. Le DHA possède une structure chimique en zigzag. Elle est extrêmement courbée et très flexible. Ok, donc sa forme joue un rôle physique direct. Absolument. Quand le corps insère des millions de ces molécules pliables dans la paroi d'un neurone, cette paroi devient ce qu'on appelle fluide. Elle gagne énormément en souplesse. Et j'imagine que cette fluidité membranaire, c'est pas juste un détail esthétique. Ah non, c'est vital. Si on imagine nos réseaux neuronaux comme, disons, une infrastructure informatique, le DHA représenterait un peu la qualité physique du câble. C'est un peu la fibre optique ultra pure du cerveau. C'est une super analogie, ouais. Donc, plus on a de DHA, plus la paroi est souple. Et plus les signaux électriques, donc nos pensées, nos réflexes, voyagent vite d'un point A à un point B. C'est bien ça? C'est le mécanisme exact, tout à fait. Cette fluidité membranaire permet aux récepteurs de neurotransmetteurs de s'ouvrir et de se fermer à une vitesse fulgurante. Ce qui nous permet de réfléchir vite, quoi. Exactement. Le problème, c'est ce qui se passe quand on manque de DHA. Le cerveau, c'est une machine de survie. Il ne va pas laisser des trous béants dans ses neurones. Non, il faut bien qu'il construise sans mur. Voilà. Du coup, il va colmater les brèches en utilisant les autres graisses disponibles dans le sang, comme le cholestérol ou des graisses saturées.
qui, par définition, n'ont pas cette belle forme flexible en zigzag. Elles sont beaucoup plus rigides. Exactement. Et là, pour reproudre votre image, c'est comme remplacer votre fibre optique dernier cri par des vieux câbles de cuivre oxydés et super rigides. Ah ouais, la connexion doit en prendre un coup. Ah bah, la membrane se fige, les échanges électriques ralentissent littéralement, et concrètement, sur le plan cognitif, ça se ressent. La mémoire devient moins vive, l'apprentissage demande beaucoup plus d'efforts. C'est un ralentissement global du système, en fait. C'est ça. Et c'est justement pour maintenir cette intégrité structurelle que l'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande une dose précise, 250 mg de DHA par jour pour un fonctionnement normal. Ok, je comprends bien pour l'architecte DHA qui bâtit l'infrastructure. Mais alors, quel est le rôle de l'EPA dans tout ça? Si c'est pas lui qui pose les briques, il fait quoi? Eh bien, contrairement au DHA, la concentration statique d'EPA dans les tissus de notre cerveau est extrêmement faible. Il y en a presque pas dans le mur, en gros. Voilà. Son rôle n'est pas d'être dans le mur, son rôle est fonctionnel. Il circule. Et en fait, il se transforme en métabolites très puissants, des petites molécules dérivées qu'on appelle les résolvines et les protectines. Rien que les noms donnent une idée du job. Ouais, comme leur nom l'indique, leur unique mission biochimique, c'est de traquer, réguler et éteindre la neuroinflammation. Si on garde notre analogie de l'ordinateur de pointe, l'EPA, c'est un peu le système de refroidissement liquide du processeur. C'est très bien vu. Il n'est pas là pour transporter la donnée, mais si le processeur commence à chauffer à cause du stress ou d'une mauvaise alimentation, l'EPA s'active pour refroidir le système avant que les circuits ne fondent. L'image du système de refroidissement est redoutablement pertinente. Parce que la neuroinflammation, c'est pas un concept abstrait. C'est un véritable feu chimique, de bas grade, qui détruit les connexions à petit feu. Et j'imagine que les conséquences sont sévères. Totalement. La recherche actuelle montre très clairement que cette inflammation chronique, c'est le moteur invisible derrière les troubles sévères de l'humeur, l'incapacité à gérer le stress et même le déclin cognitif accéléré. D'accord. Donc l'EPA, c'est notre extincteur chimique indispensable. Pour maintenir notre résilience psychologique face à un environnement agressif, c'est exactement ça. C'est fou. Mais du coup, si on admet que ces deux molécules sont l'infrastructure et la maintenance de base, ça soulève une question d'ingénierie assez évidente. Laquelle? Les besoins en matériaux peuvent pas être les mêmes quand on construit l'usine de zéro, in utero, comparé au moment où on l'entretient 40 ans plus tard. Comment cette demande fluctue au cours du développement humain? C'est une question cruciale, et la chronologie de cette demande révèle en fait nos plus grandes vulnérabilités. Le premier pic astronomique de besoin a lieu lors du 3e trimestre de grossesse. La phase de construction pure. Voilà. Le fœtus accumule massivement le DHA pour une opération bien spécifique, la myélinisation des axones. Faut qu'on s'arrête un instant sur ce mécanisme. La myélinisation, c'est la création de la gaine de myéline. Si on imagine que nos axones sont les fils électriques de notre système nerveux, la myéline, c'est la petite gaine isolante en plastique autour des fils, non? Ouais, c'est exactement ça. Permet au courant de circuler à pleine vitesse. C'est ça. Et cette gaine requiert une quantité phénoménale de lipides marins pour se former correctement. Sans un apport massif de DHA, l'isolation de tout le système nerveux en développement est compromise dès la base. C'est vertigineux quand on y pense. Mais le moment de bascule le plus vertigineux, celui qui détermine réellement le reste de notre vie adulte, curieusement, c'est pas l'enfance, c'est l'adolescence. Attendez, l'adolescence. C'est super contre-intuitif. À 15 ans, on imagine que le cerveau a fini son gros œuvre, quoi. On sait parler, courir, mémoriser des choses complexes. Oui, alors les fonctions basiques sont acquises, certes, mais les fonctions supérieures, celles du contrôle exécutif, de l'inhibition des impulsions ou de la régulation fine des émotions, elles sont logées dans le cortex préfrontal. Ah, et c'est cette zone qui est en construction? Exactement. Cette zone-là est en plein chantier pendant l'adolescence. L'article mentionne une étude remarquable de l'INSERM et de l'INRA qui a modélisé l'impact d'une carence en oméga 3 durant cette période précise. Et ça donne quoi? Les résultats sont implacables. On observe un effondrement du niveau de DHA dans le cortex préfrontal, mais aussi dans le noyau accumbens, qui est un peu le chef d'orchestre de notre système de récompense. Mais quelles sont les répercussions dans la vie réelle, au quotidien? Principalement la perte d'une mécanique cruciale, la plasticité synaptique. C'est la capacité du cerveau à créer rapidement de nouvelles connexions ou à élaguer les mauvaises pour s'adapter à des situations nouvelles. Donc sans DHA, le réseau de l'adolescent se fige. Complètement. L'étude démontre que cette carence induit, une fois arrivé à l'âge adulte, des comportements de type anxieux persistant et une altération vraiment profonde de la capacité d'apprentissage. Là, faut qu'on clarifie les enjeux pour ceux qui nous écoutent.
Si on regarde la société actuelle, l'adolescence, c'est statistiquement la période où on se nourrit le moins bien. C'est clair. C'est le règne absolu de la malbouffe ultra transformée. Le filet de sardines grillé, c'est pas vraiment la priorité à la cantine, quoi. Non, en effet. Mais du coup, est-ce qu'on est en train d'affirmer qu'un jeune de 16 ans qui se nourrit exclusivement de fast-food coule du béton armé sur des fondations neuronales défectueuses de manière irréversible? C'est une crainte légitime. Est-ce que son cortex préfrontal est condamné à l'anxiété pour les 50 années suivantes, ou le cerveau a quand même une plasticité pour rattraper le coup plus tard? Alors, faut pas tomber dans le fatalisme absolu. Le cerveau conserve un degré de plasticité réparatrice tout au long de la vie. Un changement radical d'alimentation à 30 ans ne sera jamais inutile. Ouf, ça rassure un peu. Notamment parce que le cerveau a besoin de DHA et d'EPA tous les jours pour entretenir la production de neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Cependant, Ah, il y a un mais. la source est formelle. L'adolescence est une fenêtre critique de maturation. C'est là que l'architecture dense se câble. Si vous ratez cette fenêtre, en fait, vous construisez une maison sur des fondations fragiles. D'accord. Les cicatrices invisibles restent, quoi. Voilà, sur la résilience émotionnelle, ça reste. Et ensuite, passé 60 ans, on bascule dans une autre phase, la neuroprotection. Avec l'âge, l'inflammation et le stress oxydatif explosent. Et là, l'EPA revient en force. C'est ça, l'EPA redevient vital pour éteindre cet incendie constant et freiner le déclin cognitif des seniors. Donc, de la matrice maternelle jusqu'au 3e âge, notre boîte crânienne a une soif continue de ces molécules marines. Ce qui nous amène inévitablement à l'approvisionnement. Ah, le grand défi. Où est-ce qu'on trouve ces briques moléculaires au quotidien? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on observe un immense carambolage entre le marketing nutritionnel et la dure loi de l'évolution humaine. Oui, c'est le grand drame de ce qu'on appelle l'illusion végétale. L'illusion végétale. Et oui, quand on se promène dans un magasin bio, on voit des tas de paquets de graines de lin, de graines de chia ou des huiles de noix, avec un énorme tampon riche en oméga 3. Et on se dit, super, je protège mon cerveau. Voilà. Et légalement, c'est pas un mensonge. Ils contiennent bien des oméga 3. Mais l'oméga 3 végétal contenu dans ces graines s'appelle l'ALA, l'acide alpha-linolénique. Or, on vient d'établir que nos neurones ne consomment pas d'ALA. Ils ne connaissent que les plans architecturaux du DHA et de l'EPA. Du coup, notre organisme doit effectuer lui-même la traduction chimique. Il doit convertir cette petite molécule végétale d'ALA pour l'allonger, la transformer en une longue molécule complexe de DHA. Et j'imagine que c'est pas si simple. Et c'est là que notre propre évolution nous a pris au piège. Pour faire cette traduction, le foie utilise une enzyme, la delta-6 désaturase. Le problème, c'est que pendant des centaines de milliers d'années, l'évolution humaine s'est faite au bord de l'eau. Ok. Nos ancêtres consommaient massivement des produits marins qui étaient déjà préchargés en DHA. Par conséquent, notre génétique n'a jamais eu besoin de développer des enzymes de conversion robustes. Ah, donc on a perdu cette capacité ou on l'a jamais vraiment eue? On a gardé un moteur enzymatique atrophié, en fait. Il tourne au ralenti. Si j'essaie de me représenter l'effort métabolique, c'est un peu comme essayer d'acheter une voiture ou bâtir une maison en payant les matériaux avec une devise ultra dévaluée. C'est une excellente métaphore. Si pour passer la frontière de notre foi, le taux de conversion prend des frais exorbitants, on se retrouve ruiné avant même d'avoir acheté la première brique. L'image de la dévaluation est scientifiquement exacte. La littérature prouve que le taux de réussite de cette conversion de l'ALA végétale en DHA chez l'humain, il plafonne péniblement sur la barre des 5%. 5%. Seulement. Et chez les hommes, on frôle même souvent le zéro absolu. Donc, saupoudrer des graines de chia sur son yaourt le matin en espérant structurer sa mémoire, c'est une véritable impasse métabolique. Le goulet d'étranglement enzymatique bloque tout. C'est fou. La seule route viable est donc la route marine, quoi. Incontestablement, les poissons gras sont des véritables coffres-forts biochimiques. L'article le souligne avec force, 100 grammes de maquereau apportent l'équivalent vertigineux de 2200 mg du complexe EPA-DHA. Ah ouais. Quand on sait que l'objectif d'entretien quotidien fixé par les autorités européennes est de 250 mg, on est sur une quantité presque 10 fois supérieure en un seul petit repas. C'est énorme. Le saumon, le hareng et la sardine naviguent dans ces mêmes eaux de l'abondance. Consommer des petits poissons gras 2 fois par semaine, ça suffit amplement à inonder nos cellules des nutriments dont elles ont besoin. Mais attendez, ça soulève tout de même un paradoxe d'ingénierie pour les personnes strictement végétaliennes. Oui, bien sûr. Avec un taux de conversion végétale de 5%, comment leurs cerveaux peuvent-ils biologiquement continuer à fonctionner sans péricliter totalement? Il doit bien y avoir une échappatoire dans la nature, non?
Et cette échappatoire est fascinante. Parce qu'au bout du compte, les poissons eux-mêmes ne fabriquent pas de DHA par magie. Ah bon? Ils le trouvent où alors? Ils l'accumulent dans leur chair, en consommant du phytoplancton, c'est-à-dire des microalgues marines. Ce sont ces microalgues qui sont les véritables productrices primaires de ces acides gras sur notre planète. Mais du coup, la solution consiste à court-circuiter l'intermédiaire, qui est le poisson, pour aller directement à la source végétale océanique? Précisément. Une supplémentation bien pensée en huile de microalgues permet aux végétaliens d'absorber un DHA et un EPA préformés. Ça ne nécessite aucune conversion épuisante, tout en respectant une approche non animale. Ce qui nous propulse d'ailleurs vers la dernière pièce de notre puzzle. L'immense majorité de la population, omnivore ou non, ne consomme pas assez d'oméga 3 marins aujourd'hui. C'est une certitude. Le réflexe moderne, c'est donc la gélule, le fameux complément alimentaire. Sauf que notre source met en lumière un piège industriel assez redoutable caché derrière l'étiquette. C'est pas qu'une question de milligrammes, hein. C'est le nerf de la guerre métabolique, la forme de la molécule. Dans la chair d'une sardine sauvage, l'oméga 3 est attaché à une structure de glycérol. On appelle ça des triglycérides naturels ou TG. TG pour triglycérides, ok. Voilà. C'est une structure que nos enzymes intestinales reconnaissent aveuglément et absorbent immédiatement. C'est la nature, quoi. Mais pour vendre des compriments, l'industrie veut afficher de très gros chiffres sur les boîtes pour nous impressionner. Il faut faire rentrer une concentration énorme de lipides dans une minuscule capsule. Et pour forcer cette concentration, il modifie chimiquement l'huile. Il casse le triglycéride naturel, il retire le glycérol et il fixe artificiellement l'EPA et le DHA à une molécule d'éthanol. Et ça donne quoi, ça? Ce processus crée ce qu'on appelle des esters éthyliques, abrégé EE sur les étiquettes. La concentration est maximale, la capsule est petite, l'étiquette fait rêver. Ah, je vois le piège se dessiner. On a créé une nouvelle serrure de synthèse. Mais notre système digestif, est-ce qu'il a la clé enzymatique pour l'ouvrir? Et c'est là que le château de cartes s'effondre. Pour briser cette liaison éthylique artificielle, le pancréas doit produire des lipases très spécifiques et la vésicule biliaire doit larguer massivement des sels biliaires. Ce qu'ils ne font pas tout le temps, j'imagine. Or, le corps humain ne déclenche cette machinerie lourde de digestion des graisses que si l'estomac détecte l'arrivée d'un repas copieux et très riche en lipides. Waouh! Laissez-moi modéliser ça pour qu'on mesure bien l'absurdité du quotidien pour beaucoup de gens. Allez-y. Admettons, je paye très cher pour un complément ultra concentré sous forme d'ester éthylique, la forme EE. Je l'avale consciencieusement tous les matins au réveil, avec juste un grand verre d'eau et, disons, une pomme. Une erreur classique. N'ayant pas de graisse lourde dans l'estomac, mes sels biliaires restent en sommeil. La serrure chimique de synthèse ne s'ouvre donc pas. C'est comme s'acheter un billet de train hors de prix mais rester sur le quai. C'est exactement ça. La molécule traverse votre système de bout en bout. Elle finit littéralement dans les toilettes sans qu'un seul microgramme de DHA n'atteigne vos neurones. C'est une perte totale. Le niveau de gaspillage est affolant. C'est comme investir dans un coffre-fort rempli de lingots d'or, mais oublier de demander le code au fabricant. L'or est bien dans la pièce, mais la porte reste blindée. C'est dramatique, ouais. Si on relie ça à la situation globale, nous vivons une véritable urgence de santé métabolique, avec le fameux ratio oméga 6 sur oméga 3. Ah oui, l'ANSES en parle beaucoup. Les autorités de santé exhortent à ne pas dépasser un ratio de 5 oméga 6 pour 1 oméga 3. Mais notre alimentation occidentale, standard, qui est inondée d'huile de tournesol, de maïs, de plats ultra transformés, elle explose ce compteur. On est parfois sur des ratios de 20 pour 1. 20 pour 1. Et il faut rappeler que ces oméga-6 excédentaires, ils sont biologiquement pro-inflammatoires. Ils attisent le feu que l'EPA est justement censé éteindre. Exactement. Donc si votre stratégie pour combattre cette inflammation massive repose sur de l'huile modifiée sous forme d'ester éthylique prise à jeun, l'extincteur n'arrive jamais. L'incendie neurologique silencieux se poursuit sans entrave. C'est un désastre. C'est pour contrer ce désastre métabolique que certains laboratoires haut de gamme utilisent la forme RTG, les triglycérides réestérifiés. C'est-à-dire qu'après avoir concentré l'huile sous sa forme synthétique, ils font l'effort industriel inverse pour reconstruire la serrure naturelle en remettant le glycérol. C'est tout à fait ça. On cumule alors la très haute concentration d'EPA et de DHA, mais avec une assimilation intestinale qui redevient naturelle, rapide et optimale, même sans un repas lourd.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce qu'il faut retenir de cette plongée microscopique, c'est que la nutrition cérébrale, c'est pas une lointaine question de croyance ou d'intuition. C'est de la neuro-ingénierie moléculaire de haute précision. Absolument. Il est impératif d'intégrer que le DHA forge matériellement la fluidité physique de nos synapses et la fulgurance de nos apprentissages. Tandis que l'EPA agit comme notre bouclier chimique interne contre la neuro-inflammation. C'est le résumé parfait. Et pour ceux qui nous écoutent, l'enseignement pratique est sans appel. Il faut dire adieu au mirage de la conversion végétale via les graines seules. L'évolution humaine ne nous a pas équipés du moteur nécessaire pour bâtir notre cerveau avec des graines de lin. Et non, malheureusement. L'or biologique se trouve sous l'eau, dans les sardines, dans les maquereaux sauvages ou dans l'huile de microalgues pour l'approche végétalienne. Et face aux étiquettes, la vigilance chimique est de mise. Traquez les mentions TG ou RTG pour éviter d'enrichir le réseau des égouts de votre ville. Mais du coup, l'ensemble de ces mécanismes implacables nous amène d'ailleurs à une perspective finale qui donne un peu le vertige si on prend de la hauteur. Je vous écoute. Considérons la biologie qu'on vient de décortiquer là. L'exigence absolue de notre cortex préfrontal et de nos synapses pour ce carburant marin précis qui est indispensable pour réguler chimiquement l'anxiété et structurer la clarté mentale. Ok. Et en parallèle, regardons notre monde. Une modernité alimentaire qui a massivement évincé ces lipides marins, tout en nous noyant sous un déluge d'oméga-6 hautement inflammatoire. C'est clair que le tableau est sombre. Aujourd'hui, on assiste à une explosion mondiale sans précédent, des épidémies de troubles de l'attention, d'anxiété endémique et de brouillard cognitif précoce. La corrélation semble inévitable. Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure cette crise de santé mentale planétaire n'est-elle pas, au fond, le résultat d'une expérience de carence neuronale involontaire menée à l'échelle de l'humanité? Ne cherche-t-on pas des remèdes psychologiques complexes à un problème d'effondrement architectural basique? Waouh! C'est une pensée extrêmement percutante. On passe un temps infini à analyser nos modes de vie, notre rapport au stress ou aux écrans pour comprendre nos défaillances émotionnelles. Oui. Mais parfois, la réponse ne réside pas dans une grande théorie sociétale. Parfois, la réponse réside brutalement dans la qualité des briques que l'on décide de fournir à l'usine en construction. C'est une réflexion exigeante à méditer de toute urgence lors de l'élaboration du prochain repas. Merci beaucoup de nous avoir éclairés aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'était un plaisir.